Ouais, parce que... Alors on me dit que... Je sais pas comment tu fais pour arriver à tout sur en même temps. Ah ouais, non, c'est l'habitude. Les Vendéens ne refusent-ils pas de payer les nouveaux impôts instaurés par les révolutionnaires? C'est pas ça le fond du problème aussi? Parce que clairement, c'est vrai, Ah, bah, il y a eu- cette oui. convention... Mais c'est pas la convention. Ce qui est vraiment exaspérant. Le déclencheur, c'est vraiment la guerre. C'est vraiment le truc qui les a exaspérés. D'ailleurs, les gens de cette région-là ne voulaient pas aller faire la guerre pour la République, mais quand ils ont fait la guerre pour eux-mêmes, ils ne voulaient pas non plus quitter leur territoire. Donc, quand ils ont passé la Loire, l'état-major voulait envisager soit de marcher sur Paris, soit de rejoindre les armées du Nord, les armées alliées du Nord. Ouais. Ils n'ont pas voulu, ils ont voulu rentrer chez eux. Ça a été, en fait, ça c'est vraiment cette région-là est très particulière, c'est une région de bocage, il y a très peu de routes, les gens étaient très isolés. Bon, je ne veux pas dire des choses méchantes sur ces gens-là, mais Puis l'histoire de la Bretagne, ils ont toujours été un part aussi un peu à l'ouest. En fait, dans le film Chouan, je pense qu'on voit bien la mentalité de ces gens-là, quoi. C'est les gens assez frustres, assez ignorants, qui clouent les chouettes sur les portes, etc. En fait, c'était des gens comme ça, quoi, dans le coin, à mon sens. Hein. Et d'ailleurs, ils ont commis aussi des horreurs dans le même ordre d'idée, pendant la guerre, quoi. Bien que les républicains en ont commis aussi. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier. Mais c'est des gens qui ont été, à mon avis, très manipulés, quoi. Parce que ça, on leur a... Notamment, il faut savoir aussi qu'ils ne parlaient pas français. Oui. Mais ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Ils ne parlaient pas français. Donc ils ont été influencés par qui? Par leurs prêtres. Donc on peut raconter n'importe quoi aux gens, on leur faire croire n'importe quoi. Alors déjà, à moitié fanatique, à moitié bigot, en plus on raconte n'importe quoi. L'antéchrist arrive, vite, prenez les armes. Et les mecs, ils marchaient au massacre en chantant des prières. Et c'est vrai, quoi, les députés le rapportent, ça. Les mecs, ils hallucinent, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous font, ceux-là, quoi. Enfin, en tout cas, et donc c'est vraiment la levée de 300 000 hommes imposée par la guerre, voulue par les Girondins, qui vraiment met le feu aux poudres. Oh, d'accord. Parce que on les a accusés d'être des collabos parce qu'ils ont... D'une certaine manière, ouais, ils ont fait le jeu de l'ennemi. Hein. La France est en guerre, ils font la guerre à la France. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. En plus, comme je l'ai dit, l'Angleterre n'était pas non plus étrangère à ce qui se passait en Vendée. Hein. En fait, elle a poussé pour l'indépendance, quoi, en fait. Non, elle a poussé un bain de sang entre France. Elle a poussé à ce que les Français se déchirent entre eux. D'accord. Les Anglais n'aiment pas ça, tellement les Français. Hein. Oui. Les Anglais n'avaient pas oublié que la France était intervenue dans la guerre d'indépendance américaine. Ils l'ont fait payer à la France, quoi. Notamment avec la Vendée, quoi. Alors oui, et puis il y avait aussi, il paraît-il qu'il y avait des agents britanniques aussi au niveau de la Révolution. Bien sûr. On me disait que Herbert c'était un agent britannique. Alors, on le dit, ouais. Ouais. Le problème, c'est que ce qui est secret est secret. Donc, ouais, par définition, d'accord. Ouais. Mais que les gens se posent simplement la question. En temps de paix, les services secrets sont partout. Alors en temps de guerre. Bon, voilà. Alors on me dit, tu vois, la question inévitable, que penses-tu du travail de Marion Sigaud? C'est vrai que l'autre spécialiste des Lumières. Oui, moi justement, moi je ne suis pas un spécialiste des Lumières, moi je suis plutôt un spécialiste de la Révolution. Et même pas de la Révolution, de Robespierre. Marion Sigaud, elle est surtout spécialiste en fait d'avant la Révolution. Ah ben voilà. En fait, pour moi, elle est dans la ligne de Robespierre. Elle ne le sait pas, mais elle est dans la ligne. Oui, parce qu'elle a mal parlé de Robespierre la dernière fois qu'elle est venue. En fait, elle dit sur les Lumières ce qu'a dit Robespierre avant elle. Mais Robespierre, lui, il a dit de la tribune de la Convention, et il en est mort. Voilà. Oui, parce que ça, on l'a dit. Alors, on me dit aussi, quel est le raisonnement qui a amené Robespierre à demander la tête du roi? À un moment donné, comment on en est arrivé là? Est-ce qu'on arrive à se dire que le roi de France, on doit lui couper la tête, quoi? Ouais, mais c'est pas arrivé comme ça. Pour moi, Louis XVI assis à la branche sur laquelle il était assis. On va revenir un peu à l'arrière. Ouais. La constituante met en place une monarchie constitutionnelle. Le roi est la pièce maîtresse de l'édifice. Les royalistes viennent de raconter, oui, Louis XVI n'avait plus de pouvoir. Louis XVI avait 25 millions de listes civiles, plus les revenus des domaines, ce qui montait à 40 millions, ce qui était
pour l'époque c'était une somme colossale. C'est lui qui formait le ministère, qui aujourd'hui appelle les ministres au gouvernement. Bah, c'est le président de la République, enfin, avec le Premier ministre. Mais... Et il pouvait s'opposer aux lois. Il avait le droit de veto sur les lois faites par l'Assemblée nationale. Donc il avait l'argent pour corrompre tout le monde. C'est lui qui appelait les membres du gouvernement, dont le ministre des Relations internationales, les agents, enfin les ministres des services secrets. Et il pouvait s'opposer à l'Assemblée nationale. Et on nous dit s'il n'a pas de pouvoir. Ouais, Bon. il y avait encore un Donc on vient nous faire pleurer, oh le porc il n'a pas de pouvoir. C'est pas vrai. Le truc c'est que Robespierre, Louis XVI n'a jamais accepté la révolution. Et du coup, tout le monde se méfiait de lui. Quoi. Tout le monde se méfiait du roi, alors qu'on lui avait fait un régime sur mesure. Quoi. Bon. Et il va s'enfuir. C'est la fameuse fuite à Varennes. la fuite à Varennes le 20 juin 91. Donc il essaie de non pas de fuir à l'étranger, mais il essaie de gagner une place forte près de la frontière. Parce qu'il y a les armées de prussiennes qui sont pas très loin. Non, pas encore. Pas On encore. n'est pas en guerre encore là. On n'est pas en guerre. Évidemment, le coup est mal préparé, il se fait rattraper, il est ramené, et il est remis sur le trône. Il n'est pas renversé. Il est remis sur le trône, à condition qu'il ratifie la Constitution de 91. Mais donc il va la faire, et il est à nouveau sur le trône. Mais lui, son idée, donc, c'est reprendre le pouvoir qu'il avait avant. Et c'est son idée, c'est encore plus celle de Marie-Antoinette. La seule solution pour lui, enfin la seule solution qu'il voit, c'est d'obliger. C'était déjà quelque part l'idée quand il est parti, quand il s'est enfui. En fait, il ne voulait pas aller à Varennes, mais à Montmédy, ce qui est un peu plus loin. Son idée, c'était d'être à portée des armées étrangères, même si pour l'instant, elles n'étaient pas mobilisées, mais d'être à portée de l'étranger. Là, il va carrément leur forcer la main. Il va carrément leur déclarer la guerre. Alors, il n'est pas tout seul. Il y a à l'Assemblée un parti qui lui aussi veut la guerre, ce sont les Girondins. Et lui, il veut la guerre, non pas pour la démocratie, non pas pour la liberté, mais c'est comme toujours, c'est pour le pognon. En fait, c'est une histoire de pognon, ils voulaient remplir les caisses, et j'imagine également favoriser leurs potes à se remplir les poches, parce que ça marche toujours comme ça. Et eux veulent la guerre également, veulent la guerre. Et ce que fait le Louis XVI, c'est qu'il va favoriser, donc dans les ministères, tous les gens qui veulent la guerre. Et évidemment à l'Assemblée aussi. Et du coup, donc, malgré l'opposition que les Girondins vont rencontrer, non pas à l'Assemblée, mais aux Jacobins, alors à l'époque les Girondins font partie des Jacobins, et même s'ils ne viennent pas souvent, les Girondins vont finir réussir par entraîner l'Assemblée qu'on appelle législative dans la guerre, à proposer la guerre au roi. Et du coup, le roi, trop content, hop, ok, on fait la guerre. Et le problème, c'est que la France n'est pas prête à faire la guerre. C'est d'ailleurs ce que faisaient valoir les révolutionnaires, les vrais révolutionnaires. La France n'était pas prête à faire la guerre. C'était un piège gros comme une maison tendu à la Révolution. Et effectivement, donc, dès les premières batailles, les armées françaises sont en totale déroute. Parce qu'après, on est donc c'est 9, 10, 11, 12, quasiment après 4 ans de révolution. Il y a une division totale entre les officiers qui sont tous nobles et la troupe. Les défenses françaises ne sont pas en état, la plupart des corps ne sont pas armés, etc. Donc la France ne pouvait pas faire la guerre. En plus, il n'y avait pas intérêt. C'était d'évidence une manœuvre contre-révolutionnaire. Et du coup, les armées étrangères sont prêtes à rentrer en France. Et en France, où le chef des armées, c'est le roi quand même, qui veut une guerre pour la perdre. Donc au moment, les révolutionnaires se disent, c'est pas possible, quoi. C'est où on y va, où on renverse le roi, ou la révolution est finie, quoi. Et c'est comme ça que c'est notamment les Jacobins qui favorisent la préparation d'une insurrection, qui sera le 10 août. Mais c'est une insurrection qui est massive, qui est populaire. Elle est soutenue par les départements, par ce qu'on appelle les fédérés des départements, qui montent à Paris pour ensuite aller aux frontières. Et l'insurrection du 10 août réunit autant des Parisiens que des fédérés, bretons notamment. D'ailleurs, à l'époque, les Bretons sont révolutionnaires. Et notamment les fédérés marseillais, d'où la Marseillaise, puisqu'ils sont arrivés à Paris en chantant l'hymne, le chant de guerre de l'armée du Rhin, qui est devenu donc l'hymne des Marseillais, d'où la Marseillaise. Et donc,
les révolutionnaires, au départ, n'avaient pas l'intention de renverser le roi. Mais vu la situation, ils n'avaient plus le choix, quoi. Et en fait, donc pourquoi Robespierre veut la tête du roi? Mais il ne veut pas spécialement la tête du roi, mais il prend acte. On est en train de fonder un régime, la tête de l'autre régime est encore vivante. Ça ne peut pas fonctionner, quoi. Et d'ailleurs, Robespierre ne voulait pas de jugement du roi. Parce que derrière, le roi va être jugé en décembre 93. Ouais. Non, 92, enfin 92-93. C'est plus ou moins une mascarade, même si moi je pense que il est établi que Louis XVI voulait compter sur les armées étrangères. Hein. Donc c'est de la haute trahison. Hein. Qu'y a-t-il de plus vouloir. Quand on est à la tête d'un pays, qu'on organise l'invasion de son pays, la destruction de la souveraineté nationale, la dissolution de son peuple dans un complexe, ça s'appelle la haute trahison. Hein. D'ailleurs, moi je pense que c'est pour ça que nos gouvernants n'aiment pas trop Robespierre, mais bon. Et donc, en fait, Robespierre ne voulait pas il considérait que l'insurrection était le jugement du roi. Parce qu'il disait, donc, on juge le roi. Et si on le reconnaît innocent, que devient la Révolution ou la République? Mais ça n'avait pas de sens, quoi. Pour lui, c'est l'insurrection qui avait jugé le roi, quoi. Voilà, c'était réglé. Ouais, donc, ce qu'il expliquait, donc le roi, il faille le couper la tête, quoi. Voilà, mais sans haine. Hein. Sans haine, non, j'imagine. D'ailleurs, Robespierre n'a jamais... Ils ont quand même massacré la famille, ils n'ont pas été gentils, quand même. D'ailleurs, Robespierre a essayé de sauver sa sœur. Oui. Mais encore une fois, Robespierre n'était pas tout seul. Non, ils ont tué le roi, la reine, mais qui était encore plus coupable que Louis XVI d'ailleurs. Oui, Marie-Antoinette, oui. Alors, ils ont leurs raisons, ils ont leurs préjugés, ils ont leur façon de voir, mais bon... elle avait... c'était comment dire... la descendante donc de la famille d'Autriche. Il était normal que les Autrichiens ne veuillent pas laisser leur... Non, mais ça, ce sont leurs raisons à eux. Ouais. Après, les révolutionnaires, eux, prenaient en compte les intérêts de la nation. Si eux, ils ont des... C'est pour ça que moi, je ne juge... D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas la peine de le juger. Il avait sa logique à lui. Et c'est ce que pensait Robespierre aussi. Il avait été éduqué dans des préjugés, dans une certaine croyance. Bon, mais maintenant, on ne peut pas mettre en balance le destin d'une nation face à un individu, quelles que soient ses raisons. Oui, bien sûr. Robespierre, d'ailleurs, n'a jamais été considéré comme un franc républicain, et encore moins, évidemment, comme un franc monarchiste. Hein. Lui, ce qu'il voulait, c'est que les droits du peuple soient garantis, quel que soit le système. Alors, si la monarchie avait pu le faire, ça aurait été très bien. Il n'était pas contre. Hein. En l'occurrence, il a fallu renverser la monarchie, on était en République. Bon, du coup, c'est à la République de garantir autant qu'elle peut les droits du peuple. C'était ça sa logique, hein. Ça n'allait pas plus loin. Hein. Mais et donc, bon, ils ont réussi à avoir sa peau, quoi, entre guillemets, Robespierre, à la fin, ça veut dire que ça finit, parce que comment se fait-il que... finalement, alors ça veut dire que ceux qui ont gagné là, à l'heure actuelle, c'est vraiment les descendants de ces... c'est les Girondins. Ouais. Clairement, ouais. On est gouverné par des Girondins. Ouais. Tout à fait. Ouais, des Girondins ou des Montagnards, en fait, quelque part, c'est les mêmes. Hein. On a un noyau dur qui sont les Jacobins. En face d'eux, il y a les Girondins. Les Girondins qui voulaient la guerre, mais en même temps qui menaient une politique bourgeoise. Et entre les deux, en fait, on a des gens qui veulent également une politique bourgeoise, mais qui, dans les circonstances de la guerre, comprennent qu'il faut lâcher du lest au peuple. En plus, ils comprennent que les Girondins sont des fous furieux, des gens acerbes, rancuniers. D'ailleurs, c'est même Lamartine qui avait commencé à faire l'histoire des Girondins, parce éduqué avec les préjugés que tout le monde a sur les Girondins, et puis il finit robespierriste. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc on a une partie des députés qui, au bout d'un moment, face à... Parce que les députés venaient des départements, donc influencés par la propagande girondine. Vous voyez les Jacobins ou les Montagnards comme des anarchistes, des apprentis dictateurs, etc. Donc une haine viscérale déjà dès le départ. Mais au contact des faits, ils se rendent compte que les autres, c'est des fous furieux, quoi. C'est quand même eux qui ont causé la guerre, c'est quand même eux qui empêchent de la faire. Et en fait, petit à petit, une partie de ces bourgeois va basculer du côté des Jacobins, et c'est ce qu'on va appeler les Montagnards. Mais fondamentalement, ils veulent la même politique. Donc, et aujourd'hui, on est gouverné par ça, par des Girondins, des Montagnards, mais
Voilà, mais c'est des bourgeois, quoi. Ouais, c'est des bourgeois. Des petites questions techniques, mais bon, on imagine la réponse. On me dit, c'est vrai, il est devenu quoi tout l'héritage des Bourbons du roi de France a été nationalisé? C'est aussi simple que ça. De quel héritage Bah, toutes leurs terres, tous leurs châteaux. et on les a toujours. Hein. Bah, ouais. C'est Versailles. Voilà, bah, c'est ça. Ce qui est devenu Versailles, c'est à sa place. Hein. Ça à sa place, tout a été nationalisé. Et contrairement à ce aussi que d'ailleurs, simple que ça. quand on parle de la Révolution, qu'on dit qu'elle a beaucoup détruit, en réalité, moi, je trouve que, comme tout changement de régime, des choses sont détruites. Mais des grands monuments laissés par la royauté, même religieux, etc. Aujourd'hui, on détruit quand même plus d'églises que sous la Révolution. Hein. Je veux pas dire, mais bon. Ça prouve beaucoup de choses. Bah, on va faire une pause, la première, si la régie est calée, évidemment, elle est calée, bien prête. Et puis on revient juste après, évidemment, on va parler du civisme et de ta théorie, justement, on va pousser un peu plus loin encore ta théorie. Oui, il y a déjà des questions, il y a encore des questions, bah, les questions polémiques, on y répondra après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour après cette petite pause, toujours avec Philippe Londeux. Et donc après cet exposé fort intéressant sur Robespierre et la Révolution française, j'aimerais bien qu'on rentre maintenant, comme on est décidé, un peu dans le fond de ta théorie du civisme. Voilà, on rentre un peu plus au cœur de la matière. Pour faire la transition, une phrase qui pour moi est une des plus importantes qui a été, non pas prononcée, mais écrite à l'époque de la Révolution, Oui. et par Robespierre, c'est celle-ci. Alors, en substance, parce que c'est... Robespierre écrit « Quand est-ce que l'intérêt... Ah. Oui. Donc, quand est-ce que l'intérêt des riches et des pauvres sera confondu? Jamais. Quand est-ce que l'intérêt des riches et des pauvres sera confondu? Jamais. » Et il raye cette phrase. Il l'a rayé. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Ben d'ailleurs, c'est pas. Moi, je pense que Robespierre a eu une intuition et qu'il a eu tellement peur de ce qu'il avait découvert qu'il a rayé cette phrase, il a essayé d'oublier ce qu'il avait trouvé. Quoi. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Ben, il a trouvé que dans le système monétaire, il y aurait forcément des riches et des pauvres, et que donc leur intérêt ne serait jamais confondu, donc qu'ils ne pourraient jamais parvenir à ce qu'ils voulaient, qui était l'égalité. Mais il n'a pas eu l'idée, en fait, de sortir du système monétaire. Il a fait un constat qui est vrai. Hein, dans le système monétaire, il n'y a pas définition des riches et des pauvres. De par le jeu de la monnaie, il y a forcément des riches et des pauvres. Donc, quand on veut l'égalité, quand on parle d'égalité, c'est l'égalité des citoyens en devoir et en droit. Quand on sait que la plupart des droits passent par la monnaie, par définition, quand on est riche ou quand on est pauvre, on n'a pas les mêmes droits. Quoi. Et l'inégalité est donc une fatalité dans le système monétaire. Et comme il voulait se battre pour l'égalité, qui était impossible dans le système monétaire, il a essayé d'oublier ce qu'il avait trouvé. Il a continué à se battre pour l'égalité, mais qui est forcément une égalité dénaturée. Et donc c'était déjà voué à l'échec. C'est-à-dire que, et comment, alors toi justement on t'explique comment on pourrait pallier à cette inégalité en abolissant l'argent. C'est quand même pas très commun quoi, comme façon d'aborder le problème. Mais en fait c'est une conséquence. C'est-à-dire une conséquence de... C'est une conséquence des principes. C'est-à-dire, encore une fois, je pose le principe que le principe fondamental de l'ordre social, c'est l'égalité des citoyens en devoir et en droit. Alors, un citoyen, c'est quelqu'un qui a le devoir de participer à la vie de la cité, selon ce que la cité considère comme une participation, et qui en retour a le droit de profiter des bienfaits de sa cité, comme tous ses concitoyens. Mais pour profiter des bienfaits de la cité, comme une partie de ces bienfaits consiste en production, qui sont sur le marché, il faut que les citoyens puissent accéder au marché. Donc, si on reformule, c'est les citoyens donc, doivent être égaux en devoir et en droit, dont celui d'accéder au marché. Ce qui veut dire que les citoyens ont le droit d'accéder au marché parce qu'ils sont citoyens. Donc, si c'est la citoyenneté qui confère le droit d'accéder au marché, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de monnaie en fait. Et, Là, si je te dis, oui, mais alors, tu as le droit de rentrer dans la pièce parce que c'est toi qui fais l'émission, il n'y a pas d'unité, tu rentres dans la pièce, tu fais ce que tu veux. Tu sors, tu rentres, ben, voilà, c'est pareil. Tu n'as pas un ticket à chaque fois que tu rentres. mais alors,
Alors oui, parce que... C'est exactement la même chose que quand des gens font partie d'une entreprise, souvent ils ont une carte qui atteste qu'ils font partie de l'entreprise. Cette carte sert essentiellement à leur permettre d'accéder à l'enceinte de l'entreprise. Donc avec cette carte, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Cette carte, bon, c'est pas une carte... En fait, le principe que j'ai exposé, pour être appliqué, il faut effectivement que les citoyens disposent d'un moyen d'attester leur citoyenneté. Ben, aujourd'hui, c'est très simple, hein, il suffit de les doter d'une carte, une carte à puce, qui va chercher l'information dans une banque de données, qui vérifie qu'ils sont citoyens, ou qui vérifie leur citoyenneté. L'information, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de un peu, pas beaucoup, 10, 20, 30. Non, c'est oui ou c'est non. C'est binaire. Et à partir du moment où leur citoyenneté est constatée, ben, ils vont chez le commerçant et ils prennent ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour un individu, c'est vrai pour tout le monde. Évidemment, pour l'instant, on vient à peine de poser la base. Je dis les choses de manière simple. En réalité, c'est forcément plus compliqué que ça. Oui. Mais le principe, c'est ça. C'est la citoyenneté qui confère le droit d'accéder au marché. Et je te disais, enfin, je sais plus. Attends, je suis perdu. Je te parlais des gens qui ont eu un badge. Oui, qui rentrent dans l'entreprise. C'est le même principe. Alors, leur badge est moins compliqué, parce que souvent, en fait, l'information est contenue dans la carte elle-même, c'est pas relié à une banque de données, etc. Quand ils badge, ça va dans une banque de données, mais c'est pas la carte elle-même qui permet d'accéder à la banque de données. Mais peu importe, c'est le même principe, en fait. Et là, il s'agit d'accéder avec l'enceinte, une enceinte physique. Là, dans le cas de ce que j'appelle la carte civique, il s'agit d'accéder au marché. Mais techniquement, c'est la même chose. Hein. Mais alors, c'est-à-dire, les personnes, elles ne sont plus payées. Enfin, elles ont pu payer, parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais pourquoi continuer à travailler? Mais aujourd'hui, on n'est pas payé non plus. Hein. Aujourd'hui, on nous donne des miettes, mais ce n'est pas être payé. En fait, l'argent sert à nous dépouiller de nos droits. La monnaie. La monnaie sert à nous dépouiller de nos droits. L'argent, la monnaie n'intéresse que les riches. Pour les pauvres, ça n'a pas d'intérêt la monnaie. C'est un moyen de les exploiter. On leur dit, tiens, t'as vu, je t'ai donné un truc. Oui, ça vaut rien, c'est à peu près pareil. Quoi. Ouais, à peine de quoi vivre. Ouais. Repose ta question. Bah justement aussi, par exemple, moi demain, on me dit... Ah non, parce que alors, tu me dis... Il n'y a plus d'argent, pourquoi j'irai travailler quoi? Non, mais... c'est pas que tu n'es pas payé. C'est que quand tu participes à la vie de la cité, bon, pour être simple, quand tu fais partie d'une entreprise, tu es citoyen. Puisque l'entreprise existe officiellement, donc elle a une utilité. Donc le fait même de faire partie d'une entreprise fait que tu es citoyen. Donc tu travailles dans cette entreprise, qui te garde évidemment quand tu travailles, si tu ne fais pas ton boulot dehors. Ouais. Bon. Donc, tu fais partie de l'entreprise, tu es citoyen. En retour, tu as le droit d'accéder au marché, librement. Alors, tu me dis que tu n'es pas payé. Imagine que demain, tu fais ton boulot, et qu'en sortant, tu puisses acheter ce que tu veux. Est-ce que tu imagines la somme d'argent qu'il te faudrait pour pouvoir faire ce que tu veux quoi? Ben, grosso modo, c'est l'équivalent de ce que tu es payé dans mon système, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Ouais, mais s'il n'y a pas de... En fait, il faut comprendre une chose. Ouais. C'est comme une sorte de forfait. En fait, tu ne payes pas en détail ce que tu achètes, ce que tu retires du marché. Tu payes en gros le droit d'accéder au marché par ton travail. Tu remplis un devoir envers la cité, et la cité en retour te garantit le droit d'accéder au marché. Puisque le marché il est alimenté par les gens. Et les entreprises, ouais, mais n'ont plus d'intérêt. Les entreprises qui existent juste pour un but lucratif, elles n'ont pas de... L'entreprise sera forcément constituée de citoyens. Ah, ce sera plus des entreprises comme maintenant. Ah bah, non mais tout change. Tout change. Ouais. Non mais toute la mentalité change par définition. Quoi. Mais l'entreprise est constituée de citoyens qui ont intérêt à le rester. Mais ils le restent s'ils produisent collectivement des choses qui intéressent la cité. D'ailleurs, l'activité, quand je disais, le principe de base, c'est qu'un citoyen participe à la vie de la cité selon ce que la cité considère comme une participation. Alors, quand des citoyens sont ensemble dans le cadre d'une entreprise pour remplir leurs devoirs, il va de soi que l'entreprise a des résultats minimums à atteindre. Et l'intérêt de ces gens-là, c'est d'atteindre ces résultats au minimum. En fait, après, il y a des mécanismes qui font qu'ils sont obligés d'aller plus loin, mais enfin, il faut au moins qu'ils atteignent ça. Quoi. S'ils atteignent ça, ils ont fait ce que la cité attend d'eux. Sinon, il y a des sanctions. Et comment on calcule c'est facile. En fait,
tout devient une question de bon sens. Moi, je pense souvent à cet exemple-là. Imagine quelqu'un qui veut ouvrir un bar dans un petit village. Mhm. Bon. À partir de quand, à partir donc de combien de clients, est-ce qu'on peut considérer que son bar a une utilité, Tu vois, ça dépend Ça dépend, oui, de plein Voilà, de mais choses, plein de facteurs. c'est pas très difficile. Il ne s'agit pas de définir le potentiel optimal du bar. Mhm. Il s'agit de définir un minimum à partir de quand on pourra considérer que ce bar a une utilité en termes de clients. S'il fait 0 client, bon, il ne sert à rien. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est un système dans lequel les gens ont un libre accès au marché. C'est-à-dire que même dans un petit... Dans un petit village, la supérette, les prix, il n'y a pas de prix. Donc c'est pas moins cher ou plus cher d'aller à la supérette du coin que d'aller faire 30 bornes pour le supermarché. On peut très bien aller à la supérette, ça ne coûte pas plus cher. Ouais, mais quel est l'intérêt d'une supérette? Je comprends pas. C'est quelqu'un qui veut travailler. C'est quelqu'un qui veut être citoyen. Ah oui, mais alors donc toutes les grandes surfaces, ça va disparaître. Pas forcément. Quasi instantanément, à moins qu'elles soient reprises, comme tu dis, par quelques citoyens. Non, mais bon. parce que ça aussi... Non, mais déjà, il y a des gens qui en font partie. Aujourd'hui, elles existent. Donc, il y a des gens qui auront intérêt à ce qu'elles continuent. Mais en même temps, il est effectivement évident que les gens auront plutôt tendance à... ne feront pas forcément des dizaines de bornes pour aller au supermarché. Si le produit est à côté, qui n'est pas plus cher, ils iront à côté. Hein. Donc ça va redévelopper le commerce de proximité. Parce qu'en gros, quand je rentre dans la supérette, je me sers de ce que j'ai besoin, je ressors. Et je montre que je suis citoyen. C'est un peu ça. Je schématise, mais c'est ça. C'est J'ai ma carte citoyen et hop, je prends ce que j'ai besoin et je m'en vais. Et alors si ça existe, pourquoi s'en priver? Et celui qui a la supérette, lui, son seul truc, c'est d'avoir accès au marché, mais en tenant une supérette, quoi. Son boulot, lui, Parce que ça ne lui rapporte pas d'argent de vendre des trucs, Non. parce qu'il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, mais c'est le fait qu'il ait des clients et qu'il écoule une certaine quantité de produits qui atteste que lui-même a fait son devoir. Donc il faut qu'il fasse son boulot. Et une fois qu'on a constaté qu'il fait son boulot, il est citoyen. Et en tant que citoyen, lui-même va chez le boucher, chez le coiffeur, chez le dentiste, chez le médecin, etc. Mais alors, est-ce que aussi il n'y a pas une injustice, si j'ose dire, entre si en tout cas on a supprimé l'unité de valeur monnaie, est-ce qu'il n'y a pas une unité de valeur quand même travail entre le travail d'un chirurgien Moi, ce qui me fait marrer, qui doit faire 10 ans d'études Mais 10 ans d'études, dans mon système, qu'est-ce que c'est les études dans mon système? Aujourd'hui, quand on fait 10 ans d'études, on n'est pas payé. Non. On est payé après, on va dire. Dans mon système, il est citoyen dès qu'il commence à faire ses études. C'est pas... Attends, c'est quoi? Il n'a pas été à la guerre, le mec. Hein. Parce que moi, faire des études, c'est pas... C'est compliqué quand même, c'est un peu de D'accord. C'est un sacrifice quand même. Après, il faut savoir si le mec préfère faire chirurgien ou éboueur. Parce que même dans mon système... Éboueur, il faudrait plus trop en faire. Mais c'est pareil. C'est marrant parce que tout le monde pose le genre de questions. Et en fait, dans 5 minutes, tu vas dire le contraire. En fait, tu vas dire le contraire. Tout le monde va faire ingénieur. Non, on ne peut pas tous faire ingénieur. Mais en même temps, on ne peut pas tous faire éboueur. Et on ne veut pas tous. Voilà, c'est... Si tu n'as pas d'inconvénient à faire des études, si tu en as les capacités, mais derrière, ça t'amènera un meilleur boulot. Qui te rapportera peut-être pas plus d'argent. Mais personnellement, ce sera pour toi un meilleur boulot. Et socialement, ce sera quand même mieux, toujours, d'être chirurgien, docteur, etc., qu'éboueur. Mais même les métiers libéraux, ça peut marcher. Par exemple, un artiste qui ne produit rien vraiment. C'est pas vrai, un artiste. Enfin, par son art, mais justement, un artiste qui marche, il produit quelque chose. Ouais, mais sinon, celui qui marche pas, qui produit des trucs, mais ça marche pas. Il aura quand même accès au marché ou pas? Ah non. Comme aujourd'hui. Non, mais ce que je propose, quelque part, n'est pas tellement différent du système que l'on connaît. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ouais. C'est ce qui change tout en réalité. Mais quelqu'un qui ne produit... Parce que on ne mesure pas l'activité de quelqu'un par rapport à ce qu'il produit. On mesure l'activité de quelqu'un par rapport à ce qu'il vend. Enfin, ce qui rapporte comme argent. Non, dans mon système, il n'y a pas d'argent. Mais par rapport à l'intérêt qu'il suscite au niveau des consommateurs ou des citoyens. D'accord. Si personne ne s'intéresse à ce qu'il fait, c'est comme s'il n'avait rien fait. Parce que lui, quand même, quand il est citoyen, il va quand même pouvoir retirer des biens qui l'intéressent. Donc il faut que lui-même fournisse à la cité quelque chose qui intéresse les autres. Mais ce serait pas plus simple le revenu de base, le salaire universel à vie, plutôt que... Non, mais d'abord, c'est une vue de l'esprit. On n'arrive pas à payer les retraités correctement, on ne paye pas les femmes au foyer,
on ne paye pas, etc., etc. Maintenant, on va assurer un revenu à tout le monde. Assuré par la consommation, si on paye ce qu'on consomme, non c'est- Pour crever tranquillement tout le monde dans son coin. C'est n'importe quoi. Non, parce que... En plus, c'est une logique totalement capitaliste. Hein. Ouais. C'est totalement contre-révolutionnaire. Hein. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Ah ben, Tu trouves Bernard Friot, tout ça, tu trouves... mais tant qu'on est dans la logique capitaliste, on est un contre-révolutionnaire. On ne veut pas la révolution, on veut faire perdurer le système. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on Ouais. de manière objective, de manière consciente, mais en tout cas, la conséquence, c'est quoi? Alors, il y a des questions, t'imagines bien, mais là je savais Ah, qu'immédiatement ça a suscité une tonne de questions. Alors on me dit le citoyen qui a 10 enfants, s'il prend sa dernière baguette de pain et que le suivant, qui n'en a qu'un, donc a le droit à une baguette. Bref, ce système sera aussi injuste que les autres proposés, non? On parle, est-ce qu'il n'y aura pas une forme d'injustice comment on va répartir en fait, les richesses En fait, c'est la répartition des richesses. Ça, ce coup-là, ça me fait penser à quelqu'un que je connaissais. Voilà, on me dit le citoyen qui fait un métier plus dangereux que les autres, plus fatigant, est-ce qu'il a le droit à plus de nourriture? Non, mais on peut pas avoir plus de droits. Oui, parce que c'est le même droit pour tout le Ça n'a monde. pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais déjà, un métier plus dangereux, d'accord. Est-ce que c'est un système qui va pouvoir garantir le maximum de sécurité à ses employés, si ça ne coûte pas d'argent? Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on rogne sur les marges de sécurité, etc. Pour des questions de profit, hein. Mais tu crois que aussi, est-ce que le sens des choses va changer? C'est-à-dire, par exemple, les entreprises n'auront plus intérêt à produire du tout, il y aura toute la production va s'arrêter, non? Je me fais l'avocat du diable, hein, volontairement. Oh, en plus, ton livre, ça tombe bien, c'est le réquisitoire, donc... Mais non, mais je viens de te dire, une entreprise, l'activité d'une entreprise est validée, à partir d'un certain moment, si elle ne produit pas, c'est fini. Donc Ils sont pas finalement, citoyens. ce qui est pas mal, enfin moi justement dans l'avocat du diable, là je parle contre tous ceux qui ont des... Ça voudrait dire que les entreprises n'auront plus que des bonnes intentions un peu, non? 2 secondes, je ne pourrais évidemment pas répondre à toutes les questions que Oui, vous me posez là, mais je vous garantis que toutes les réponses, toutes les questions que vous avez pu imaginer, je les ai évidemment imaginées aussi, et j'apporte les réponses dans les 2 bouquins en fait, qui sont le réquisitoire ou le civisme, ça dépend de la question, et ils sont tous dans le bouquin, tout sur le civisme. Et on me dit, par exemple, oui, finalement, ceux qui ne travaillent pas. Alors, c'est quoi le cas de ceux qui ne travaillent pas? Alors, il y a 2 choses. Ceux qui ne peuvent pas travailler. Voilà, oui, il y a le cas. Pour X raisons. X raisons, handicap, etc. En général, c'est plutôt le handicap. Alors, celui-là, effectivement, est à la charge de la société. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est citoyen, hein, mais il est à la charge de la société. Ça ne lui coûte rien, de toute manière, il peut être à la charge. Et quand on n'est pas en état de travailler, c'est qu'on n'est peut-être pas non plus en état d'exercer ses droits de citoyen. Donc si on n'est pas en état d'exercer les droits de citoyen, ni non plus les devoirs, on ne peut pas être citoyen. Ouais, mais si quelqu'un lui manque une jambe ou un bras... Alors on peut travailler, hein. Ouais. Bah attends, on n'est pas... Excuse-moi, pour être dans un fauteuil, on peut travailler. Hein. Oui, c'est vrai. Mais, D'ailleurs, moi je pars du principe que ce n'est pas à la société de dire si quelqu'un est handicapé. C'est à l'intéressé lui-même. S'il veut s'assumer en tant que citoyen valide, il a sa dignité. Et maintenant, si effectivement il se sent trop incapable, ou des fois il y a des gens qui ne sont pas conscients non plus de leur handicap, après là, effectivement, c'est la société qui les prend en charge. Mais on ne parle pas des handicapés, quelle est leur situation aujourd'hui? Ils ont besoin de matériel qui leur coûte les yeux de la tête, ils ne peuvent pas se le payer. Oui, c'est vrai. Ouais. Même si le matériel existe. Ils n'ont pas accès à beaucoup d'emplois. Là, non, la question est réglée. Hein. Alors, en plus, évidemment, dans ce système-là, on peut, comme aujourd'hui, imaginer des quotas pour des gens qui sont handicapés, enfin, qui sont diminués. Ça défie. Hein. Ça a suscité évidemment énormément de questions. Qu'est-ce que tu as vu comme question? Ne vaut-il pas mieux réquisitionner les banques et redonner ces de noblesse à l'argent? Bah oui, c'est non, la situation. Voilà ce que je t'évoquais en off, tu vois, que tout le monde. C'est-à-dire, toi, tu dis la création monétaire, ça suffit pas. Non, l'argent public, ça sera pas suffisant. Déjà, alors c'est une chose que je n'ai pas encore dite. L'argent, ce n'est pas la monnaie. Enfin, ce que moi j'appelle l'argent, que j'écris avec un grand L, enfin L majuscule et argent tout attaché, ce n'est pas la monnaie. L'argent, je le définis comme étant la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. C'est une croyance qui vient du troc. C'est le fait de pratiquer le troc qui fait que les hommes finissent par concevoir cette croyance, la notion de valeur marchande, et la monnaie n'est qu'une conséquence de cette croyance. L'argent, donc, au sens propre, c'est cette définition-là, la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger.
L'argent au sens large, ça englobe tout. Toutes les conséquences de ce principe-là, à commencer par la monnaie. Et il faut bien comprendre que, alors, maintenant pour parler de la monnaie fonctionne selon deux principes. Le principe de l'attraction, le premier principe, c'est le principe des vases communicants. La monnaie circule. Pour qu'il y en ait ici, il faut en prendre là. Le principe des vases communicants. Et la monnaie incarne des droits. Ce qui fait que comme la monnaie circule, elle finit forcément par s'accumuler à un certain point. Et comme c'est des droits, c'est du pouvoir. Et du pouvoir d'attraction. Donc, obligatoirement, dans le système monétaire, il y a inégalité. Déjà, il n'y a pas de droit, en fait, au sens propre. La monnaie limite par définition, le pouvoir d'achat est limité avec la monnaie. Il est limité à la quantité de monnaie dont on dispose. Donc ce n'est pas, en fait, un vrai droit. Quand on est dans un système monétaire, on ne peut pas concevoir les droits du citoyen. Puisque les droits du citoyen passent par la monnaie. Enfin, les droits des individus passent par la monnaie. Donc on ne peut pas réfléchir en termes social. C'est la monnaie qui incarne les droits. Donc quand on va sur le marché, on n'a pas de droits parce qu'on est citoyen. On a des droits si on a de la monnaie. Si on a de la monnaie, oui. Dans le système monétaire, donc sous l'argent, on n'est pas dans la logique sociale. Et le paradoxe, c'est que l'argent est au cœur de la société. Enfin, en tout cas, de ce qu'on appelle société. Et pour moi, tous les dysfonctionnements, en fait, viennent de là. C'est que quand vous mettez des roues carrées à votre voiture, elle marche moins bien, quoi. C'est exactement ça, quoi. Ouais, parce que, voilà, on me dit, est-ce qu'un système de carte de citoyen, c'est pas le début d'un système type communisme c'est pas le début d'un nouveau type de dictature, ce qu'on me dit. Ça fait un peu, ça les effraie, les gens. Bien sûr. Ça. Bien sûr. Moi, je pose simplement la question, est-ce qu'on va vers un système de cartes? On y va avec les puces RFID, en tout cas. Alors, est-ce qu'on préfère y aller avec le système monétaire ou sans la monnaie? Voilà, parce qu'ils ont l'intention de mettre ce système-là, mais pour remplacer la monnaie. Pas pour la remplacer. Non, mais pour avoir que la monnaie. Oui, mais ça restera le système monétaire. Ah oui, ce sera encore plus horrible en plus. Voilà. Voilà. La technologie, elle va avancer, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on veut que la technologie serve l'argent ou les citoyens? Voilà. Mais tout pourra fonctionner comme ça, tu penses? Par exemple, je sais pas, je donne un exemple. Je veux aller faire un voyage en Australie. Donc quoi? Je vais à Air France, je leur dis, je veux mon billet, je suis citoyen, hop, on me fait mon billet pour l'Australie. Et... C'est un peu comme ça, ouais. C'est le monde de rêve que tu es en train de décrire. En fait, après, non, en fait, il y a deux aspects à cette question-là. C'est d'une part la circulation des personnes, d'autre part la circulation des marchandises. Mais quelque part, le principe c'est toujours le même, c'est comment est-ce qu'on fait? Parce que le système que je décris, on peut très bien le faire dans un pays comme la France. On peut le faire au niveau d'un pays. Donc la question c'est effectivement, si un pays... quand un pays ne dispose pas d'argent, comment est-ce qu'il fait ces échanges internationaux? Parce qu'eux, ils vont vouloir de l'argent. Par exemple, si j'importe mes biens de Chine, les Chinois, ils vont me dire, t'es bien gentil avec tes cartes de citoyen. Cela dit, les biens de Chine, le jour où il n'y aura plus d'argent dans ce système-là, on n'aura plus besoin de délocaliser les usines en Chine. On sera moins cher en France qu'en Chine. Dans l'absolu. Donc, parce qu'on n'envoie pas les usines en Chine. Limite, quoi, ils vont mettre par philanthropie ici pour faire travailler les Chinois, par philanthropie. Ils vont concurrencer les Chinois, non, ce serait énorme. C'est exactement ça. Mais bon, pour en revenir à la question, donc il y a deux aspects. Donc, comment est-ce qu'un système qui fonctionne sans monnaie peut échanger avec le reste du monde? Alors, le mieux, c'est de commencer, en fait, tu es parti sur la question de l'humain. Il y a des réponses. Mais après, le problème, c'est que ça dépend après de conventions internationales. Tu vois, donc, je ne peux pas te dire les conventions qui seront adoptées, mais sur le principe, par exemple, des marchandises. Sur la question des marchandises. On oublie que l'argent, parce que le raisonnement, c'est toujours, l'argent, ça sert à acheter. Donc si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter. Bon, sauf que l'argent, pour que ça permette d'acheter, il faut d'abord le gagner. En fait, il est là le point. Comment est-ce qu'un pays peut acheter? Parce que là, on est dans un système qui va fonctionner en tant que système. La société va fonctionner en tant que société. Là, aujourd'hui, c'est chacun de son côté. Là, c'est une société, quoi. Donc, elle se pose le problème globalement. Et donc,
comment est-ce qu'une société qui fonctionne sans argent peut acheter des produits à l'étranger? Parce que d'ailleurs, la question se pose aussi dans l'autre sens. Pourquoi, enfin, comment est-ce que les pays étrangers pourront acheter des produits Qui viennent de France. made in France? Ben, c'est une société où tout le monde travaille, parce que là, il y a plus de chômage. Hein. Forcément. D'ailleurs, le problème, c'est qu'effectivement, tout est mêlé, il faudrait partir dans tous les sens en même temps. Mais 2 secondes sur la question du chômage. Imaginez que demain, tout le monde ait un pouvoir d'achat élevé. Alors, je ne sais pas, imaginez que dans le contexte actuel, c'est une utopie, mais c'est pour se faire une idée, que demain, tout le monde ait, je sais pas, 5 000 € par mois. Ben, il n'y a plus de chômage. Hein. Il n'y a plus de chômage. Aujourd'hui, quand on fait des relances, on leur donne, allez, généreusement, 1%. Quoi. Bon, si demain, on leur met 300%, c'est sûr, il n'y a plus de chômage. Pourquoi? Parce que la demande est telle que ça suscite de l'offre de partout. Si vous pouvez aller au cinéma, au restaurant, acheter une voiture, faire ci et faire ça, ben, de l'autre côté, il faut que des gens qui le produisent. Et pour qu'il y ait des gens qui le produisent, ben, il faut que des gens travaillent. Donc le chômage terminé. Hein. Là, c'est un système dans lequel il n'y a pas d'argent. Donc c'est pouvoir d'achat en théorie illimité. En plus, on pourrait travailler moins, en plus, je veux pas dire. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, moi j'étais contre la loi des 35 heures. Parce que c'est... on doit travailler moins si ça a un sens. Mais là, c'est soi-disant pour partager le travail. Oui. Partager le travail et les revenus au passage. Hein, parce que les salaires ont été gelés pendant 10 ans. Quoi. Bon. Mais donc c'est un système, il ne peut pas y avoir de chômage. La demande étant infiniment supérieure à l'offre tend forcément à augmenter. Et quand elle arrive à son maximum, c'est qu'il y a plein d'emplois. Et comme la demande est toujours supérieure, ben, on reste en plein emploi. Ce qui n'est absolument pas possible aujourd'hui. Donc c'est une société qui produit. Si elle produit, elle peut exporter. Si elle exporte dans des pays monétaires, ben, elle vend ses produits. Si elle vend ses produits, elle a un budget. Et si elle a un budget, ben, elle peut acheter les produits des autres. Alors évidemment, il faut mettre en place des institutions, etc. Mais en gros, voilà. C'est ce que font les gens tous les jours. Pour bien illustrer, donc par exemple, je sais pas, nous on produit des parfums, par exemple les Français, là, on produit des parfums. On vend donc nos parfums à des Chinois qui, eux, nous paieront donc en monnaie. Et donc, nous, avec cette monnaie, on pourra évidemment acheter avec d'autres pays qui pratiquent encore le monétaire, par exemple. Bien sûr. Ouais. J'ai même imaginé que cette société-là puisse créer une monnaie, non pas pour qu'elle circule à l'intérieur, mais une monnaie pour les échanges internationaux. Une monnaie qui serait donc gagée sur sa production. Ce serait une société qui serait à l'abri des crises financières. Imaginez la puissance de cette monnaie. Le paradoxe, ce serait donc que c'est un système sans monnaie qui aurait la monnaie la plus forte du monde. Quoi. Il ne faut surtout pas. Non, parce que mais en tout cas, on peut se baser déjà sur la première solution. Sur les échanges internationaux, pour l'heure actuelle, c'est le dollar qui maîtrise, bon, pour le moment, voilà, qui est le centre. Ça voudrait dire que aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait un pays qui s'empare de cette monnaie internationale. Parce qu'on non, mais ça, c'est ce que j'ai dit. C'est une solution que j'ai envisagée. Ouais. Mais on peut déjà fonctionner simplement avec la monnaie des autres. Hein. La monnaie des autres, ça suffirait. Ouais. Après, là, on est en train de poser une base. Après, sur le long terme, d'ailleurs, à court terme, moi je pense que si la France passait à ce système-là, dans les 10 ans, toute l'Europe y passe. Hein. Et là, pour le coup, on pourrait faire une vraie Europe. Ce qu'on me dit. D'ailleurs, c'est marrant, on pourrait parler d'Europe. La vraie Europe. Parce que là, on est un peu dans la question européenne. Parce qu'on me dit, comment dire, pour acheter des matières premières, oui, bah, c'est toujours le même. C'est le même principe. C'est le même principe, c'est-à-dire on irait chercher de l'argent via ce qu'on irait, puis on achèterait nos matières premières avec. D'ailleurs, cela dit, les matières premières, même aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme ça, il me semble, il y a du troc entre pays. Mais comment on évite? Mais on peut très bien, non mais par exemple, excuse-moi, on peut très bien demander l'importation de matières premières, un échange de produits finis, qui sera en plus de qualité cette fois-ci. Hein. C'est du made in France, avec toutes les dernières technologies, etc. Donc, on trouvera toujours des terrains d'entente. Un pays qui produit et qui n'a pas de chômage, il trouvera toujours à s'entendre avec ses voisins.